Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Louette, je suis le président du groupe Les Échos Le Parisien, qui est l'organisateur du salon. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. C'est le début de ce 26e salon des entrepreneurs qui connaît un succès croissant. Succès croissant peut-être à la mesure aussi de l'intérêt porté à l'entreprise dans notre pays et du nombre d'entrepreneurs. C'est la 26e édition. Il y a 10 ans aussi, la création du régime d'auto-entrepreneur a permis de donner un nouvel élan à la création d'entreprise. C'est un formidable succès qu'a connu ce régime. Le chiffre de la création d'entreprise a été encore en record l'an dernier et nous attendons pour notre part 65 000 visiteurs sur ces 2 journées en 48 heures. Je crois que cela montre assez bien l'importance que revêt l'entreprise comme cellule de création de richesse, comme cellule aussi de réalisation. On sait à quel point on donne à l'entreprise des rôles croissants aujourd'hui, créer un avenir pour ceux et celles qui les développent, créer aussi des emplois, créer de la valeur et créer également du bien de plus en plus autour de nous. Je crois que cette notion de business for good, de faire des entreprises qui aient une empreinte positive dans la société et même dans la planète, cette notion-là a beaucoup d'avenir et on ne peut que s'en féliciter. Je voulais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour saluer et remercier vraiment très chaleureusement nos partenaires officiels qui sont sur scène, nous vont monter sur scène dans un instant et sans qui ce salon n'existerait pas. D'abord Madame Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui est une grande région de création d'entreprises. Mon ami Nicolas Dufourcq, qui est le directeur général de BPI France qui fait un travail absolument incroyable depuis des années sous sa houlette d'aide, de soutien, de prêt et de développement, aussi parce qu'il en est une forme d'incarnation, de développement de l'esprit d'entreprise dans le pays. Monsieur Didier Kling, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, Charles-René Tandet, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, et ainsi Christophe Lecourtier, qui est le directeur général de Business France, et également partenaire de notre débat d'ouverture cette année. Christophe Lecourtier, qui, avec Business France, fait là aussi un travail formidable pour donner envie à l'économie mondiale de venir en France, et puis aussi pour incarner cet esprit d'entreprise qui est celui des Français aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vraiment vous dire que pour nous, c'est une grande joie. Le groupe Les Échos Parisiens organise beaucoup d'événements, est en fait devenu un leader dans l'organisation d'événements autour de l'entreprise, l'innovation, l'entreprise sociale, l'entreprise de technologie. On a aussi Vivatech, le salon du handicap également, ça montre le côté entreprise très responsable. C'est important pour nous de montrer que les grandes publications comme Les Échos Parisiens sont des intervenants dans l'économie aussi et contribuent à propager cette idée que l'entreprise est un lieu de réalisation. Vous allez beaucoup entendre, et vous avez déjà beaucoup entendu ou vu des messages sur prendre des risques, se jeter de l'avion sans éventuellement avoir pris toutes ces précautions avant d'atterrir. Moi, je crois surtout qu'il faut vivre, et je l'ai fait pour ma part aussi dans le passé, il faut vivre la création d'entreprise comme un moment dans lequel on se rencontre soi-même, on rencontre ses capacités, on se fait confiance et on prend ce risque. Le risque de l'entrepreneur est un risque qui est assez mesuré au fond parce qu'il se jette à l'eau, mais il le fait aussi avec la prudence de ceux qui savent qu'ils doivent arriver à bon port. On ne doit pas brûler ses vaisseaux, on doit les piloter pour arriver à bon port. Je vous souhaite à toutes et à tous en tout cas un très bon salon. Pour celles et ceux qui créent des entreprises, beaucoup de réussite et sachez que les Échos Le Parisien seront toujours à vos côtés pour saluer vos progrès et j'espère un jour également vous accueillir sur cette scène comme des entreprises ayant particulièrement réussi leur développement. Merci et bon salon. Merci beaucoup Pierre Louette d'accueillir dans cette salle près de 4000 entrepreneurs, ou qui vont le devenir en tout cas. Je m'appelle Philippe Bloch, je suis ravi de vous accueillir et de vous présenter avec Jean-Louis du Parisien, en fait 4 entrepreneurs, j'ai envie de dire déjà d'exception, même s'ils sont jeunes. Vous allez voir, ils représentent plein de tendances, plein d'audace, plein de bonnes idées, parfois des emmerdes aussi, on y viendra peut-être ensemble parce que ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Avant de les écouter, peut-être un tour de table rapide avec Pauline d'abord, Pauline Legnaud. Vous êtes... non, prenez pas la parole tout de suite, mais je vous présente d'abord pour qu'on vous repère tous, qu'on voit bien qui est qui en fait. Pauline, vous êtes cofondatrice avec votre mari de Gemio et vous avez eu le courage de démontrer qu'on pouvait vendre du luxe sur Internet et aujourd'hui c'est une marque, je le dirais,
quand même qui est la plus recherchée quand on tape bijoux derrière Cartier et Tiffany's, donc un vrai succès, et l'aventure a pourtant pas été toujours très simple. À votre droite, notre ami Paul Morlet, qui est quelqu'un qui est en train de secouer le marché de la lunette, comme peu de gens l'ont fait avec Lunettes pour tous. On s'est vu il y a quelques mois à Lyon, et entre-temps il m'a dit c'est pas si simple, on va en parler aussi, même si l'aventure est magnifique. À ma droite ici, Kamal Bounajma, avec Omrez, qui est en train de surfer sur un marché formidable, qui est le passage, ou une tendance formidable d'ailleurs, qui est le passage de la propriété à l'usage, puisqu'aujourd'hui on loue nos maisons, on loue nos résidences secondaires, et vous avez là-dessus été très innovant, on le verra aussi. Et puis enfin Nicolas Rohr, qui était dans cette salle il y a 10 ans, il nous le rappellera sans doute, en train de rêver. Et puis entre-temps, ils ont fait Fago, une magnifique entreprise que vous connaissez aussi. Et puis un expert, un des pros finalement de l'observation de l'entrepreneuriat, professeur en fait à ESCP Europe, directeur de l'Institut Jean-Baptiste C, avec Sylvain Bureau, qui réagira dans un instant au parcours de nos amis entrepreneurs pour voir s'ils sont dans les tendances du moment ou pas, et puis est-ce qu'il y a d'autres tendances, puisque c'est un peu ça qu'on va tenter de vous raconter ce matin. Alors, on va commencer peut-être avec Kamal. Tiens, Omrez. Je ne sais pas qui dans la salle a une propriété secondaire à louer. En général, quand on démarre, on n'a même pas sa propriété principale. Donc, à mon avis, c'est pas forcément beaucoup dans la salle. Pour autant, c'est un vrai marché que tout ce phénomène autour, évidemment, du Airbnb, on pense à lui, mais ce n'est pas le seul marché. Vous étiez 3 chez Booking, et puis tout d'un coup, vous changez de vie. Oui, c'est exactement ça. Avec Loïc, on est vraiment des vétérans du travel online. On a été les premiers employés d'Hotels.com dans les années 2000. On a fait ensuite carrière à lancer l'aventure Booking.com à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc avec Loïc et Rachel, on est 3 entrepreneurs. Puis une fois qu'on a quitté Booking.com, tout le monde nous voyait entrepreneurs. On a commencé à faire du conseil. On est passé aussi par là. On a fait du conseil pour le numéro 1 de l'époque de la location de vacances. Et puis là, on a découvert la location de vacances. On s'est dit, c'était l'hôtellerie il y a 15-20 ans. C'était pas de système, des systèmes de fax, des systèmes de téléphone entre le particulier. Bon, pour ceux qui ont connu une réservation de l'hôtel dans les années 95, c'était vraiment fastidieux. Puis on s'est dit, la location de vacances, c'est vraiment ça aujourd'hui. Et ces propriétaires avec Airbnb, Booking, HomeAway, et je passe les petits sites locaux, sont perdus. Ils ne savent pas. Et puis il y a eu cette telling story de Airbnb qui a expliqué que tout le monde pouvait louer sa maison. Tout le monde. Donc, ils se sont tous mis à louer. Et puis là, on s'est dit, il y a une opportunité de niche. On va aider ces gens-là à professionnaliser un peu, à prendre leur maison, à leur faire leurs annonces, à les distribuer sur ces différents sites, à travailler le pricing, parce que les tarifs, c'était de samedi à samedi depuis 95, de samedi à samedi à 1 000 € la semaine, et on ne bougeait pas. Mais on a aidé à leur faire des minimums de séjour, à des tarifs, etc. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un peu difficile. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer tout ça? Eh bien, on a développé notre propre techno. Donc, on a mis de la tech et de la tech pour aider ces propriétaires à mieux louer leur résidence secondaire. Voilà un peu. On verra que le marché est énorme, parce que contrairement à ce qu'on pense, Airbnb, quand on pense à la ville, c'est seulement 25% du marché. Alors, c'est vrai très rapidement, c'est vrai qu'on a l'impression que tout se passe en ville avec Airbnb. Encore une fois, cette telling story. 25% des transactions se font sur la ville, effectivement. 75% sur la réelle location de vacances, c'est-à-dire à la montagne, à la campagne et au bord de la mer, pour schématiser pour le grand public. Voilà. Merci Kamal. On va continuer notre tour de table avec Pauline Legnaud. Vous, c'est le marché du bijou auquel vous êtes intéressé, auquel vous êtes attaqué. Là aussi, peut-être une circonstance, un concours de circonstances qui a fait que votre vie a changé. Alors, elle changeait déjà puisque vous cherchiez une bague de mariage ou de fiançailles, je crois. Vous êtes allé au hasard Place Vendôme, hein, et puis là, vous êtes dit peut-être il y a des choses à apporter, à changer, une nouvelle offre, une nouvelle façon d'anticiper ce genre d'achat. Racontez-nous ça. En fait, je cherchais à être entrepreneur pour la petite histoire, mais j'avais absolument pas d'idée. Et ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je cherchais cette idée, et vraiment c'était difficile. J'avais essayé des boîtes, mais ça marchait pas du tout. Et au bout d'un moment, je renonce quasiment. Mon compagnon de l'époque me demande de l'épouser, et je lui dis oui. Je fais cette erreur. Ça tombait bien. Voilà, ça tombe bien. On va chercher une bague de fiançailles parce qu'on n'avait pas. On n'avait pas de joaillier de famille. Et en fait, tout simplement, quand on a été donc effectivement Place Vendôme pour rêver un peu, et aussi après chez d'autres joailliers de quartier, on s'est rendu compte que l'expérience n'était pas du tout celle qu'on voulait, qu'elle était très intimidante, qu'elle était aussi très chère par certains aspects, qu'il n'y avait pas énormément de choix, et juste qu'on se reconnaissait pas du tout. On se reconnaissait pas dans la clientèle qui était
beaucoup plus axé sur une clientèle de Chinois, de Russes, etc. Et en fait, on se disait finalement, des Français comme nous, qui avons un certain pouvoir d'achat, mais pas non plus mirobolant, on veut juste une très belle expérience, on veut se rappeler de ce moment, qui est un moment évidemment normalement mémorable. En fait, comment est-ce qu'on le fait? Et donc, on s'est dit, il y a probablement une opportunité. On a commencé à en parler autour de nous, et ça, c'est d'ailleurs un petit conseil que je peux donner aux futurs entrepreneurs, c'est de tout de suite parler de son idée et d'essayer de la confronter justement à des personnes extérieures. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient dans notre cas. C'est-à-dire qu'ils cherchaient une bague de fiançailles assez personnalisée. Donc souvent, ils allaient chez un joaillier de quartier pour la faire sur mesure, mais c'était très compliqué parce qu'ils ne savaient pas chez qui aller, parce qu'ils ne connaissaient pas les coûts, parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient se faire avoir, si c'était quelqu'un de confiance. Et donc on s'est dit, on va essayer de créer une nouvelle marque de joaillerie qui permette à chacun d'avoir vraiment son bijou fait sur mesure pour lui. Et c'est comme ça qu'on a créé Gemio. Donc le concept, en 2 mots, comment ça se passe? Alors le concept, il est simple, c'est une marque de joaillerie qui à la base était digitale, maintenant on a 3 boutiques. Et en fait, quand vous allez sur le site, vous allez pouvoir choisir un bijou qu'on a créé, qu'on a construit. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir la pierre et le métal du bijou. Donc vraiment, vous allez pouvoir le personnaliser. Et un bijou qui est en diamant et or blanc n'a pas du tout la même tête qu'un bijou qui est en saphir, qui est en émeraude, qui est en rubis et avec un autre métal. Et donc ça permet vraiment d'avoir un bijou qui est quasiment unique, mais de façon... personnalisée. Exactement. Et qui est fabriqué sur mesure, mais qui est beaucoup plus, on va dire, simple d'accès qu'une vraie fabrication sur mesure. Très bien, merci. On va passer à votre voisin de droite, Paul Morlet, donc fondateur de Lunettes pour tous. Là aussi, vous étiez face à un marché, vous avez décidé de le révolutionner en quelque sorte, puisque votre concept, il est quand même très particulier. Si vous pouvez nous le définir en quelques mots, là aussi. Lunettes pour tous, c'est assez simple finalement, c'était de se dire les lunettes c'est très cher, ça tout le monde le sait dans la salle, il n'y a pas qu'en France, et puis surtout c'est très loin à voir en fait. Ouais. Il fallait aller chez Ophtalmo, Ophtalmo c'était 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an de délai selon les villes. Paris on n'est pas trop mal servi, si on est un peu plus dans le nord ou ailleurs c'est quasiment 1 an de délai en fait. Donc il y avait un problème parce qu'il y avait des gens qui payaient des mutuelles très chères, mais c'est pas pour autant qu'ils avaient des lunettes rapidement ou facilement. Donc il y avait plein de gens qui avaient des mutuelles de luxe, mais qui n'avaient pas de lunettes facilement parce qu'il fallait passer par la case Ophtalmo finalement. Et puis il y avait l'autre partie qui n'avait pas de mutuelle ou une mauvaise mutuelle qui ne pouvait pas s'en acheter. Donc en fait il y a un problème sur tous les secteurs. Et on a décidé de créer un concept de magasin. Donc il fallait le tester parce que ce n'était pas forcément un modèle facile. Aujourd'hui vous avez 12 000 magasins d'optique en France. Et ceux qui habitent dans des petites villes le voient. Il y a quasiment autant d'opticiens que de boulangeries ou de tabac-presse. Alors que c'est un marché qui est quand même plus petit. Et aujourd'hui tous ces magasins sont rentables. Et en fait ils vendent 2 paires par jour en fait. Et on s'est dit finalement si on augmente le volume par magasin, est-ce qu'on ne peut pas baisser le coût? Si. Bon, on s'est dit, OK, on va passer de 2 paires par jour à 300 paires par jour. Donc c'était peu d'ambition quand même, un peu d'ambition, un peu rêveur. J'avais 24 ans, 23 ans. Et en plus, le problème de vendre beaucoup, c'est qu'il faut vendre plus rapidement. Et aujourd'hui, une vente dure 2 heures parce qu'il y a la mutuelle, il y a le choix de la monture, il y a la magouille sur le devis, le choix des marques de verre, des traitements. Enfin, c'est hyper compliqué. Là, vous y allez carrément, là, déjà. Ouais, c'est compliqué. Enfin, les gens nous disent c'est aussi compliqué d'acheter une cuisine équipée ou un appart que une paire de lunettes, quoi. Avec les devis, les techniques. Et après, il faut en attendre une semaine, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Du coup, on s'est dit il faut le faire vite. Et du coup, le problème du 10 €, parce qu'on a créé un magasin qui vend des lunettes de vue, 10 € tout compris, monture et verre inclus, à la vue. Il faudrait qu'on les ait tout de suite. Et on a créé un système qui permet de les avoir en 10 minutes, en fait. Donc, en fait, on a dû... une contrainte est venue un succès commercial. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter des lunettes de vue à 10 € en 10 minutes, sans aller chez Ophtalmo, parce qu'on vous fait l'examen de vue gratuit sans rendez-vous. Donc, on a créé un truc beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Et pour le coup, retail, pas online? Le marché online était tout petit, donc il y avait 5-6 acteurs à l'époque qui faisaient entre 1 et 2 millions de chiffres. Aucun n'était rentable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des acteurs en place connus comme Afelou, Optique 2000, enfin les grandes chaînes qu'on connaît, qui savent vous recevoir, qui savent faire un devis, qui savent vous offrir une deuxième paire quand il faut, solaire de marque, le café, le tiers payant, la mutuelle, etc. Aucun intérêt d'aller sur Internet, parce qu'aujourd'hui, aller sur Internet, c'était de faire économiser de l'argent à sa mutuelle, en fait. Et personne ne veut faire ça. Nicolas Rorfago, il y a 10 ans, tu rêvais ici. Je le tutoie parce que pendant 10 ans, il est venu dans mon émission sur BFM Business raconter tous les progrès de l'aventure, son premier magasin. Aujourd'hui, il y en a 20. Comment tu te sens? Raconte-nous l'aventure en quelques mots, mais comment tu te sens aujourd'hui, 10 ans plus tard, ici, dans cette même salle? On se sent très bien, parce qu'on est toujours entrepreneur. Oui. Ça, c'est la première notion. Il y a 10 ans, on avait 22 ans avec Fred, mon associé. On avait un seul rêve, c'était bousculer le secteur de la mode en créant une marque qui compense toutes ces émissions de CO2. Une marque cool, mode, mais qui compense toutes ces émissions de CO2. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. On a planté plus d'1 million d'arbres en France, dans 150 forêts. Vous avez un arbre à moins d'1 heure de chaque grande ville de France. Vous pouvez aller prendre un bain de forêt, aller voir cet arbre qui compense toute notre marque. Et
Et aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est de réellement développer cette marque sur plusieurs segments. Donc on a démarré par la basket, on fait aujourd'hui du textile, de la bagagerie, du petit accessoire. Je porte ma marque depuis 10 ans, je n'avais pas porté une autre marque. Ça commence à être... il faut du coup créer bien des collections tous les 6 mois pour se renouveler. Mais voilà, notre but aujourd'hui, c'est de grandir en révolutionnant ce secteur qu'on disait bouché. C'est ça, quand on a eu l'idée avec Fred de monter notre marque, il y avait beaucoup de bâtons dans les roues. On nous disait, fais attention, ce secteur est bouché. La tendance n'était pas bonne à créer cette marque. Et malgré tout, on y a réussi. Parce qu'on avait une idée différenciante et qu'on voulait révolutionner les choses. Alors je demande Sylvain, là c'est intéressant, on n'arrête pas de dire que le commerce est mort, on a deux exemples de retail physique réussis, on a des expériences effectivement de nouveaux types d'activités, j'imagine aussi tout ce qui se génère derrière, les conciergeries d'entreprise, notamment pour les gens qui louent leur maison, etc. On a là aussi une audace qui consiste à vendre en ligne du luxe. Est-ce que ça incarne un peu les tendances que vous observez? Oui, alors peut-être pour essayer de faire comprendre un peu les enjeux pour les gens qui sont dans la salle, une petite démonstration, je ne suis pas magicien, j'ai juste 2 secondes. En micro, alors là. Vous avez un magazine et vous avez une page de publicité. Si je prends cette page et que je regarde ce qui est marqué dessus, aménagement de bureaux et services, ça c'est une idée. Cette idée ne vaut quasiment rien comme ça. Si je mets cette page dans ce magazine et que je diffuse ce magazine au Salon des entrepreneurs, tout d'un coup cette page vaut beaucoup d'argent et va ramener beaucoup de clients. Et en fait, ce qu'on a vu ici, avec les histoires qu'ils nous ont racontées, c'est ça. C'est que ça ne sert pas à grand-chose, fondamentalement, de lire des idées sur Internet. Ce qu'il faut, c'est 2 choses. Première chose, comment vous liez une idée avec votre passion, votre histoire personnelle, vos connaissances, vos réseaux. Et là, dans les histoires qu'on a ici, en fait, il y a des cohérences. Kamal, son projet, il est lié à son histoire par rapport à ses expertises, son réseau. Donc la première chose que vous devez réfléchir, c'est le lien entre les idées et vous. La deuxième chose, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, l'entrepreneuriat, c'est éminemment social. Et moi, je collabore dans le cadre de mes projets de recherche avec un collègue de Stanford. Les idées que vous avez sur le campus de Stanford ne sont pas les mêmes que les idées d'amis d'enfance qui vivent dans un quartier dit défavorisé parce que l'environnement est différent. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer une trajectoire gagnante. Je vous donne un exemple avec Dr. Dre, qui est ce rappeur qui a vendu avec Jimmy Iovine son entreprise des milliards de dollars à Apple. Il a commencé par faire des cassettes, à l'époque des cassettes hip-hop dans son quartier, qui ont connu un succès et qui ont connu un grand développement. Donc en fait, partez de ce que vous avez autour de vous, faites ce qui vous passionne, faites ce que vous avez envie de faire, et effectivement les tendances, vous pouvez les construire. Donc il ne s'agit pas de prédire l'avenir, il s'agit de le fabriquer. Alors après, bien sûr, il y a des tendances lourdes sur l'intelligence artificielle, sur les sciences de la vie, etc. Mais je dirais que c'est plus une démarche qu'il faut adopter, et les exemples ici sont assez fabuleux de ce point de vue-là. Tout peut être tendance, tout peut devenir une tendance quand on a la qualité ou le talent de le démontrer. Je vous prends un exemple personnel. Moi, je suis enseignant-chercheur à ESCP Europe. Je m'occupe de l'Institut Jean-Baptiste C. Donc Jean-Baptiste C, pour la petite histoire, c'est le cofondateur de ESCP Europe, qui est le premier économiste à avoir vraiment expliqué ce que c'était que l'entrepreneur. Donc on a 200 ans d'histoire. Et tout le monde dans mon domaine disait, voilà, il faut faire du digital. Donc faire des MOOC, etc. Moi, ça ne me parlait pas. J'ai rien contre le digital, mais ça ne me parlait pas. Et j'ai développé un dispositif pédagogique, en fait, où je permets aux gens de faire des œuvres d'art pour appréhender la création. J'ai appelé cette méthode Art Thinking, qui est une méthode qui permet de créer de l'improbable avec certitude. Aujourd'hui, ce dispositif improbable, je l'enseigne à ESCP Europe, mais aussi à HEC Montréal, à Stanford, au Japon, etc. C'était pas une tendance lourde, magique, gagnante. Et par ailleurs, vous avez aussi des situations... moi, j'enseigne l'entrepreneuriat depuis près de 15 ans. Et par exemple, le covoiturage, c'est un truc où pendant plein d'années, on entend parler du covoiturage. Et puis, ça se passe rien. Donc après, on a des feedbacks comme Nicolas a reçu. Non, le covoiturage, c'est compliqué, ça marche pas. Puis il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric Mazella qui a insisté. Mais Frédéric Mazella, c'est 6 modèles d'affaires avant de trouver la formule gagnante. Blablacar. Hein. Blablacar. C'est quelqu'un qui a fait l'ENS, qui a fait l'INSEAD, donc qui a quand même accès à des réseaux de premier plan et qui finit par y arriver. Donc effectivement, il faut regarder les tendances, mais il faut aussi surtout écouter ses passions, trouver des solutions autour. Un petit chiffre, hein, il y a quand même
Je pense qu'un des points intéressants, c'est de commencer par résoudre un problème pour soi ou pour les autres autour de soi. Ça a été aussi bien indiqué par les intervenants. Et je pense que c'est la première façon de trouver la tendance. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution ici et maintenant autour de vous, c'est que c'est sans doute pas une bonne tendance pour vous. Ça a été dit par Pauline tout à l'heure. Elle expliquait qu'elle voulait créer sa boîte, mais elle n'avait pas forcément l'idée géniale pour aller sur un marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt, qu'est-ce qui est le plus fort? C'est notre volonté, cet élan de se dire je vais me prendre en main, je vais lancer mon propre produit, ma propre boîte, ou est-ce que c'est au contraire, ah ben tiens, là il y a un marché, je le déniche, je l'observe, je l'étudie, c'est intéressant, je me lance. Il faut un équilibre entre tout ça, j'imagine. En fait, l'idée n'a aucune importance. Faut arrêter de tous les gens dire ah j'ai pas d'idée ou j'ai une idée donc je veux la cacher. C'est simple. Si vous êtes le seul au monde à avoir une idée, c'est que vous êtes fou ou que personne ne va vous comprendre. Donc c'est un très mauvais élément pour commencer. Amazon, il y avait 15 sites e-commerce comme Amazon se lance. Donc quand vous avez une bonne idée, tout le monde l'a en même temps. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'idée en fait, elle va se clarifier par le cheminement, par la création de l'activité. Donc le point clé en fait quand on veut entreprendre, c'est de faire des choses, même dans une logique non business. Vous faites un tournoi de tennis avec des amis et puis quelques années plus tard, ça devient Roland-Garros. Donc vous commencez en fait par faire des choses. L'histoire emblématique de Facebook est intéressante de ce point de vue-là. On fait Zuckerberg sur le campus d'Harvard fait un jeu où il détourne des photos du trombinoscope d'Harvard pour en fait se moquer un peu des clubs élitistes d'Harvard. Et 3 mois après le Face Match, ce fameux jeu, il devient le Facebook.com. Donc ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'idée, en fait, elle est pas. Il faut pas chercher la meilleure idée. Il faut chercher à faire quelque chose, trouver une solution à un problème, et progressivement, l'idée va se clarifier et va prendre forme. Sylvain, une dernière question-réponse courte, si vous le voulez bien. Vous avez indiqué, quand on s'est parlé au téléphone, une tendance bizarre de retour vers le passé, vers le futur et vice-versa. Ouais, en une minute. Oui, en fait, on projette toujours l'entrepreneuriat sur l'avenir. Peut-être que le passé est source d'intelligence pour nous. Et si on devait classer de façon très brutale les créations en deux grandes catégories, vous avez ceux qui vont mettre le passé au présent. Et donc, c'est l'idée, par exemple, du bio local. C'est par exemple l'idée de Teddy Bear de livrer des matelas à vélo. Et vous avez plein de dynamiques aujourd'hui. En fait, on reprend des pratiques anciennes, ancestrales, artisanales, et on le met au contemporain par rapport à des défis climatiques, comme on en a parlé avec Fago. Deuxième tendance, c'est assez intéressant comme terme, c'est les mémoires du futur. C'est-à-dire qu'en fait, dans le passé, on avait une projection sur le futur, c'est une mémoire du futur, et donc on le met au présent. Donc ça, c'est toutes les tendances transhumanistes, toutes les tendances en fait postmodernistes. On va trouver des projets en fait dans la science-fiction d'hier, et puis on le fait aujourd'hui, on va sur Mars, etc., etc. Donc c'est un peu deux approches de l'avenir qui vous parlent plus ou moins selon votre personnalité et vos envies. Voilà. Merci Sylvain. Avant d'accueillir notre prochain invité, je crois que Nicolas, tu avais envie de faire passer un message en fait. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a 10 ans, jour pour jour, j'étais avec mon associé dans cette salle et on était au début de l'idée du projet de Fago. On avait décidé de créer notre marque. 6 mois plus tard, on allait commercialiser notre premier produit. On était en train de puiser toute l'énergie de cette salle qui est extraordinaire et qui donne vraiment de l'entrain. On est sorti de cette salle, on a foncé derrière nos bureaux pour vraiment redoubler d'allure sur notre entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, quasiment jour pour jour. Je vais vous proposer un 10 Years Challenge, tous ensemble. On va se lever, tous ensemble. On va se lever. On va vraiment se lever. On n'a pas besoin de la photo du 10 Years Challenge. Voilà, il est très tôt, on est matinal. Je sais que vous allez avoir 2 jours, vous allez marcher dans ce salon des entrepreneurs pour puiser vos idées. Là, on va prendre 1 seconde pour se poser. On va faire 3 holas. 3 holas. La première pour célébrer l'idée d'entreprendre, votre idée que vous êtes en train de libérer. La deuxième, hola, elle sera consacrée réellement au go, j'y vais. Ça y est, je me lance, je passe de l'idée au projet. Et la dernière, c'est à vos succès. Voilà. Et nous, on est sortis de cette salle il y a 10 ans avec mon associé, avec une énergie folle. J'espère juste qu'on arrivera à la retransmettre. Donc si on peut démarrer, est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est levé? Oh, 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 oh. Vive l'entrepreneuriat! Bravo! Allez, plus 4000 créations d'entreprises dans 10 ans. Très bonne nouvelle. Merci Sylvain, on vous libère. Vous ne vous étonnerez pas en voyant cette énergie que ce garçon a été le premier prix du MoveJ, qui lui aussi, effectivement, fait un anniversaire. Merci beaucoup Sylvain, on vous applaudit. Merci.
accueille Didier Kling, président de la CCI Paris Île-de-France, et Charles-René Tandé, le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Sous vos applaudissements. Cette deuxième partie sera consacrée aux étapes incontournables pour se lancer, puisqu'on l'a vu, l'énergie, vous l'avez, les idées, il y a de bonnes chances que vous les ayez aussi. On a vu avec des gens qui étaient comme vous, ça a été dit, qui étaient là au Salon des entrepreneurs il y a quelques années, qui se sont lancés. On l'a vu, ça ne suffit pas, l'énergie, l'idée, il faut aussi se faire souvent aider. Donc il y a plusieurs institutions qui sont là, plusieurs organismes qui peuvent vous aider. Ça peut être effectivement les chambres de commerce, on va en parler avec Monsieur Kling pour commencer, et puis les experts comptables par ailleurs, on en parlera dans la foulée. Alors Monsieur Kling, on le voit bien, les marchés changent, la façon d'entreprendre évolue énormément, il y a de nouveaux axes qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, tout ça se transforme très très vite. Donc vous qui êtes en mesure justement d'aider tous ces créateurs d'entreprises, comment vous vivez cette transformation et quelles réponses vous apportez justement à ces nouvelles données pour l'entreprise? Ça tombe bien, j'ai justement une idée pour créer une entreprise là, avec Laola. Tout de suite, l'idée, elle est venue. Donc, on se retrouve dans quelques instants, le temps que j'aille la créer. Mais ça va très, très vite grâce à la Chambre de commerce. C'est très rapide, la création d'une entreprise aujourd'hui. Belle introduction. Ce que je voudrais dire à cette occasion, c'est j'ai entendu le chiffre de participants au Salon des entrepreneurs. Oui. 69 000. C'est superbe. Chaque année, vous faites encore un peu mieux. Le nombre de créateurs d'entreprises au cours de l'année, c'était 10 fois plus. Donc vous couvrez 1/10 du marché. Franchement, ce que vous faites, c'est bien. On peut encore une petite marge de progression, vous allez y arriver. Puis, troisième élément introductif peut-être, j'ai observé que dans les créateurs d'entreprises, le professeur qui était ici, Sylvain Bureau, est professeur à l'ESCP, qui est une des écoles de la Chambre de commerce, que vous avez fait, Pauline Legnaud, HEC, qui est une école de la Chambre de commerce. Donc on forme par là même des créateurs d'entreprises. Je veux dire, intéressé de voir sur 10 ans, le nombre de créateurs d'entreprises à l'intérieur d'une des écoles comme HEC, ça n'a rien à voir. Il y a 10 ans, c'était moins de 10%. Aujourd'hui, c'est plus de 25%. Donc, on est en progrès. Et hier, j'étais dans une autre école de la Chambre qui s'appelle École Ferrandi, École de la restauration et de l'hôtellerie. Je bavardais avec les jeunes qui étaient là. À peu près la moitié d'entre eux disent, surtout dans la restauration, plus que dans l'hôtellerie d'ailleurs, nous, notre envie demain, c'est de créer notre propre restaurant. Ce qui me permet de dire au passage que la création d'entreprises, on en parle beaucoup à l'occasion des startups, des nouvelles technologies. On a de très beaux exemples ici aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. En nombre, les technologies, c'est environ 5% de l'ensemble des créations d'entreprises. Donc, tous les secteurs peuvent se prêter à la création d'entreprises. Le seul sujet, c'est qu'il faut apporter une innovation, qui n'est pas nécessairement une innovation technologique, mais il faut apporter un plus par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc il faut avoir dans la tête beaucoup d'idées nouvelles, regarder le bon positionnement, et si on a une bonne idée, après ça, on vient voir la Chambre de commerce qui vous accueille avec plaisir, leurs experts comptables qui le fera également dans son domaine de compétences, pour vous aider, pour vous accompagner, de manière à ce que votre projet, non seulement il soit très très beau, mais qu'en même temps il puisse se développer et que vous fêtiez les 10 ans dans quelques temps. Ça peut être du coaching, ça peut être des aides financières. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer concrètement si moi je suis chef d'entreprise, futur chef d'entreprise et que j'ai besoin d'aide? Ça peut être un tas de choses qu'on peut faire. J'en citais 3 très rapidement. La première, c'est qu'on veille à ce que partout sur le territoire français, ce soit le même produit, c'est-à-dire ce qu'on va vous proposer pour la création, ce sera partout pareil. Je le dis notamment devant Pierre Goguet, président de CCI France. C'est vrai que nous réfléchissons pour que tout créateur d'entreprise ait exactement, tout point du territoire, la même aide. Comment on va vous aider, vous accompagner? Deuxièmement, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec le Conseil régional d'Île-de-France. Valérie Pécresse va nous rejoindre, c'est entreprise #leaders. Ce sont 3 étapes qui vous permettent d'avoir un accompagnement non seulement à la création, mais également ensuite dans le développement. On vous accompagne jusque 3 ans après la création de votre entreprise. C'est très bien de créer, il faut penser à un tas de choses, le business plan, la localisation, tout ça, mais en même temps, il faut qu'ensuite vous soyez accompagné. La preuve, si vous êtes accompagné, vous irez mieux et vous serez en vie plus commodément au bout de ces 3 ans. Il y a d'autres initiatives comme le MoveJ. Vous êtes passé par le MoveJ. Je vois Dominique Restineau qui a fondé et anime avec nous le MoveJ. Le MoveJ, ça s'adresse à celles et ceux qui ont déjà été créés, qui sont à un certain niveau de développement et qui se disent au bout de 2 ou 3 ans,
je vais franchir un pas. Il y a une étape nouvelle à franchir. Alors Dominique en parlerait mieux que moi, mais l'idée c'est de dire on va vous accompagner par un mentor, c'est-à-dire un aîné qui va venir avec vous bénévolement, et on va bavarder parce que ce qu'on redoute toujours quand on est créateur d'entreprise, c'est l'isolement. Il y a des chiffres qui montrent à quel point c'est important. Et il faut tester ses idées, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est primordial. Donc vous avez un aîné qui en principe a plutôt réussi dans une zone qui n'est pas très éloignée de la vôtre. Il est totalement bénévole et il vient bavarder avec vous en disant est-ce que vous avez pensé à ceci, est-ce que je vous apporte des idées et je confronte les vôtres. Et puis on a d'autres initiatives encore plus concrètes pour vous. Par exemple, c'est CCI Business. Vous savez qu'il y a en Ile-de-France aujourd'hui le plus grand chantier d'Europe, le Grand Paris, plus de 35 milliards d'euros, sauf dérapage éventuel, mais on a déjà 35 milliards d'euros. C'est-à-dire beaucoup d'argent qui, dans les années qui viennent jusqu'en 2030, vont être distribués à toutes les entreprises de toutes les tailles. Il y a des grands marchés qui ont été attribués, mais ces grands marchés, ils ont besoin de sous-traitance. Et notre idée, CCI Business, c'est à la fois une plateforme informatique et en même temps des lieux physiques de rencontre pour que vous puissiez aller voir les grands donneurs d'ordre et dire, moi j'ai des idées, je peux vous aider. Et comme on sait très bien que ces marchés, ça peut prendre un peu de temps, ça peut être un peu lourd, ça peut coûter un peu d'argent, on a fait rentrer dans la plateforme des banques, elles sont 7 aujourd'hui à avoir signé la plateforme, de manière à vous accompagner dans les besoins en fonds de roulement et en investissement que vous pouvez avoir. Voilà quelques-unes des actions concrètes que nous mettons en œuvre. Alors on va revenir dans un instant vers nos entrepreneurs pour qu'ils nous racontent un petit peu les grandes étapes, puisqu'on va essayer de fonctionner un peu de manière chronologique, mais vous avez évoqué le business plan, ça m'invite forcément à aller vers Charles René qui représente ici les experts comptables. C'est un peu après les CCI ou avec les CCI une porte d'entrée assez naturelle de l'entrepreneuriat, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous guide, qui nous aide à structurer, et on sait combien le fait de penser chiffres, c'est aussi une clé du succès. Quelles sont les grandes étapes, Charles René, pour bien entreprendre? Quels conseils pourriez-vous partager? Oui, alors ça a été dit, bien évidemment, juste avant. Il y a une idée, il faut une idée, à un moment donné. Alors l'idée lumineuse, l'idée unique, faut peut-être pas non plus trop compter dessus, parce qu'en effet, évidemment, on a tous des exemples, et c'est ce qu'on voit aussi à travers les médias, de celui qui a eu l'idée géniale et qui a une réussite extraordinaire, et puis après, c'est ce qu'on appelle une start-up qui va ensuite générer des millions, et on est très riche en 3 ans. Bon, il y a quelques success stories, mais c'est quand même pas non plus la majorité des cas. Donc ce qui est important, c'est quand même, quel que soit le secteur, et je rejoins ce qu'a dit le président Kling, c'est que finalement, quel que soit le secteur, on peut créer, on peut reprendre des entreprises en apportant des idées nouvelles, en complétant l'offre qui existe sur le marché. Et ce qui est le plus important, de toute façon, pour un créateur ou repreneur, peu importe, c'est de se faire accompagner, d'avoir un regard critique, d'avoir des échanges. Alors qui que ce soit, l'expert comptable bien évidemment, mais ça peut être en effet, on n'est pas en concurrence, là, les chambres de commerce, on est totalement complémentaires, et d'ailleurs on a aussi des outils communs. Ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise ne se sente pas seul, parce qu'on s'auto-persuade aussi avec son idée. Et de temps en temps, il faut confronter quand même, parce qu'il y a aussi, il faut quand même bien le dire, il y a aussi des échecs. Alors, c'est pas grave, d'ailleurs, on peut avoir un échec pour rebondir ensuite, mais si on peut éviter l'échec, c'est mieux aussi. Donc, il faut absolument avoir un contradicteur, je dirais, au niveau du marché, au niveau du produit, au niveau du service qui est proposé. Et puis après, c'est vrai qu'on va se mettre en place, c'est mon statut, c'est ma forme juridique, c'est mes financements, donc c'est tout le business plan qu'on va monter. Et après, on va passer à l'étape réelle de la création. Donc, c'est un certain nombre d'étapes qui sont indispensables. Il faut bien réfléchir. Et si on se fait bien accompagner, qu'on a ce bon concept et avec tout ce qui existe, parce qu'il y a quand même énormément, quand même, en France, de structures qui accompagnent, eh bien, on augmente fortement la probabilité de réussite. Alors, par rapport à nos amis entrepreneurs, quels ont été les choix les plus difficiles au début? Peut-être Pauline. Les choses qu'il ne fallait pas rater, des choses que vous avez décidées ensemble avec votre mari. Est-ce qu'on fait plutôt telle structure? Comment on s'associe? Quels sont les choix principaux? Alors, parce que vous travaillez en famille. Voilà, j'ai créé la boîte avec mon mari et mon beau-frère. Et donc, je pense que l'une des premières questions qui se posaient, c'était est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que c'est bien de travailler en famille ou non? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, qui disent comment on fait, etc. Donc, nous, c'était un vrai sujet. Il se trouve qu'on a eu l'idée ensemble, donc on a décidé de le faire ensemble.
ensemble. Mais c'était hyper risqué. Et donc, le conseil que je peux donner de ce point de vue-là, c'est en fait tout simplement de se créer un peu des garde-fous. Donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on s'est dit, on n'a jamais travaillé ensemble. Et en fait, c'est avec n'importe quel associé que ça pourrait être la même chose. On va faire un test pendant 4 mois, 3-4 mois, pour voir si on arrive à collaborer, pour voir si la relation se passe bien au niveau personnel, au niveau professionnel, si on arrive à se répartir les rôles, etc. Et en fait, moi, je vois beaucoup de personnes qui s'associent et qui signent un peu avec leur sang en se disant, je vais aller avoir un avocat tout de suite et je vais créer un pacte. Alors que finalement, ils n'ont jamais travaillé avec cette personne. Donc je pense que quand même, quand on s'associe, c'est un peu comme un mariage. Il faut vraiment prendre le temps et être sûr de cette... Oui, mais on peut le faire sans avoir une structure. On peut le faire sans avoir de structure. Et moi, mon conseil, justement, c'est évidemment qu'il faut se faire accompagner et trouver les bonnes personnes, avocats, comptabilité, etc., pour bien s'associer et pour bien réussir à créer des statuts, etc. Mais je conseillerais quand même de commencer un peu sous le radar, d'abord, juste pour tester. Et ensuite, une fois qu'on est sûr, là, commencer à formaliser les choses. De quelle façon, justement, vous parlez des statuts, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, on a parlé de l'auto-entrepreneur, les uns et les autres, comment ça s'est passé, où en êtes-vous aujourd'hui? On a parlé des 10 ans de votre entreprise, où en êtes-vous justement? Vous avez commencé en tant que micro-entrepreneur à l'époque, et puis vous avez grandi? Alors nous, concrètement, comme on n'avait pas de salaire, qu'on ne gagnait pas d'argent, il fallait aller très vite. Donc on s'est fixé une deadline qui était donc ces fameux 3 mois, en se disant on va essayer de, en 3 mois, créer quelque chose qui existe et de faire nos premières ventes. Donc pendant 3 mois, on ne s'est pas payé, on n'avait pas de statut, on s'était juste serré la main en se disant en fait on va travailler ensemble, on va collaborer. Et au bout de ces 3 mois, on relève les compteurs. Et c'est ce qu'on a fait. Et seulement au bout de ces 3 mois, quand on était sûr qu'on arrivait à collaborer, quand on avait réussi à créer le site internet, trouver des premiers fournisseurs et juste essayer de collaborer ensemble, là, uniquement, on a commencé à formaliser. Et il faut évidemment formaliser, il faut évidemment prendre ce temps et le faire très bien et bien se faire accompagner. Je pense qu'on souligne jamais assez à quel point c'est important de trouver les bons prestataires, les bonnes personnes avec lesquelles s'entourer. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus commencer par ça, je pense, parce qu'en fait, le plus important, c'est déjà de commencer à travailler sur son business. Donc l'association Kamal, vous avez décidé de choisir 3. Autres sujets, quels sont autres sujets clés? Puisqu'on a traité l'association, on a eu un exemple. La question ne s'est pas vraiment posée. Voilà, donc pour vous, ce n'était pas le cas. Autre décision difficile. L'autre décision, et c'est là où je rejoins, c'est vraiment tester. Il faut vraiment tester à blanc, j'ai envie de dire. Faites des tests. Aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher de faire une publicité Facebook, une autre publicité, acheter un tout petit peu de SEO, voir qu'est-ce que ça apporte, tester un pitch commercial. Avec Loïc, on a écrit un pitch commercial, on a appelé des propriétaires de résidences secondaires pour voir si le produit, le service leur plaisait. On n'avait ni contrat, ni rien, ni même pas d'email professionnel. On essayait et on mettait des petits battants. Ok, il a acheté, on passe au suivant, on n'envoyait ni contrat ni rien du tout, on vous rappelle, et on passait au suivant. Et on avait un taux de retour sur le nombre de personnes qui étaient intéressées par notre service, et on savait. Donc, je rejoins vraiment Pauline à ce niveau-là, tester. Perdez pas de temps aussi, on le remarque beaucoup. Ah, il faut un nom de domaine, il faut que je parle pour les nouvelles tech. Qu'est-ce que tu penses? Et ils passent des nuits et des nuits à chercher le .com libre. Je vais acheter à 10 000 € ce nom de domaine. Je vais faire un logo avant même d'avoir créé ma société. Ne perdez pas votre temps, testez votre produit ou votre service, et ensuite tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est création de statuts, etc., c'est des simples formalités. M. Kling l'a dit au début, ça va très vite. En 10 minutes, on peut créer une société sans aucun problème. Mais le plus difficile, tester avant de commencer. Paul Morlet, peut-être un mot là-dessus, justement, sur à la fois la montée en puissance de l'entreprise, sur le produit, ça a été évoqué là, le test, et puis aussi le côté statutaire qui est quand même incontournable. Oui, alors moi c'était différent parce que mon histoire elle est un peu moins sérieuse que ça, parce que moi je voulais pas être entrepreneur à la base. Mais le plus rock'n'roll, votre histoire. J'étais électricien de la SNCF pour passer un BEP il y a 10 ans en arrière, d'IR Challenge. Voilà, donc j'étais sur des voies de train dans l'Ain, pour Grand-Brest, en train de tirer des câbles. Et en fait, la SNCF gardait pas les apprentis, donc à 20 ans, j'avais plus de boulot, quoi. Donc je suis rentré chez Carglass. Donc pas du tout les grandes écoles. Non. Alors, j'ai pas le bac, je connaissais pas le sujet de tout ça. Et il n'y avait pas encore le statut d'auto-entrepreneur à l'époque. Ouais. Donc je rentre chez Carglass une semaine, je vois que ça me plaît pas trop, et je me suis dit bon, quitte à gagner le SMIC, il faut pas trop que je me fasse chier entre guillemets, quoi. Du coup, je monte une boîte. Et j'avais une super idée, donc c'était des lunettes publicitaires qu'on voyait. J'avais créé un truc avec des autocollants sur les verres, on pouvait imprimer un logo, on voyait à travers. C'était ce qu'on voyait sur les bus, là, la vitrophanie là, qu'on voyait. Donc c'était un goodies, je vendais ça. Et je voulais me mettre en mode sérieux, comme on dit. Et pour me forcer à faire ça, j'ai monté une boîte, donc il n'y avait pas de choix. Donc je suis allé à la chambre de commerce de Lyon à l'époque. Donc j'étais un peu reçu un peu comme ça, je vous l'avoue. J'avais 20 ans, pas le bac, on me demandait pourquoi j'étais là. Mais bon, ça a changé, je crois, depuis.
Oui, bon. Voilà. Et j'ai téléchargé des statuts sur Internet parce que la chambre de commerce les vendait 100 €, les statuts. Oui, oui, oui. J'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens. Et donc je prends des statuts sur Internet que je trouve sur Google avec un doc modifiable. Sauf que je monte une boîte qui vend des liens publicitaires et puis du coup je sais pas lire des statuts, je les dépose comme ça parce que j'avais pas les moyens de payer un avocat. J'avais 2000 € pour tout faire, hein, pour avoir acheté un ordi, des bureaux, des cartes de visite, un peu de trucs. Et en fait, je me retrouve à monter une boîte avec le mauvais code d'activité. Donc j'avais été une boîte de conseil en fonds de gestion, en fait, donc gestion financière. Rien à et voir. j'étais présidente d'une SAS, voilà. Donc ça a bien commencé et voilà. Et en fait finalement j'ai commencé comme ça, c'était pas parfait, les clients l'ont pas vu, puis après il y a eu le démarrage de la boîte, etc. Et je suis d'avis de Kamal de dire qu'il faut toujours tester son truc avant et puis on peut jamais finalement savoir comment ça va se passer. Donc investir trop cher dans un site ou un logo, un truc comme ça, on sait pas comment ça va se passer. Et au début c'est jamais la bonne formule, donc faut pouvoir changer rapidement et jamais investir beaucoup au début, quoi. Et Paul raconte quand même peut-être le coup d'audace et de coup de peau avec ce chauffeur d'une ministre qui... Mais là tu rajoutes quelques années, 8 ans. Non mais une audace fantastique. Comment est-ce qu'on arrive à craquer un marché comme ça et comment... Non mais du coup là on va avancer de 5 ans d'un coup, 6 ans si tu veux. Oui, alors vas-y, raconte-nous. Ok, non c'est très simple. Ce que vous dire Philippe en fait, c'est qu'une fois que j'ai créé la première boîte, Lulu Frenchy, qui était ma première boîte, qui était mon école de commerce en fait, c'est cette boîte-là, qui m'a formé moi-même avec mes clients en réel. Et j'ai monté Lunettes pour tous, la boîte que j'opère aujourd'hui, qui comporte quasiment 300 salariés aujourd'hui, qui est une boîte de partout en France avec des magasins. Sauf que comme j'étais très mal renseigné comme d'habitude au début, quand j'ai vendu des lunettes de vue à 10 € en 10 minutes, j'avais pas regardé le cadre réglementaire. Ça me paraissait une offre assez sympa, donc je me suis dit, les gens vont acheter. Et le marché a répondu, on a eu des émissions de télé, il y avait la queue dans les magasins, on faisait du chiffre d'affaires, donc tout ce qui va bien pour une boîte. Sauf que, c'était en 2014, et puis en janvier 2015, il y a un décret qui passe qui dit que chaque prothèse médicale externe doit être soumise à une prescription. Sous-titrage, une paire de lunettes, une ordonnance. C'était les ophtalmos qui avaient fait passer ce truc-là, etc. Et avant, il n'y avait pas de loi parce que qui allait acheter des lunettes 500 € sans se faire rembourser? Personne. Donc tout le monde a une ordonnance. Donc finalement, et moi le texte je le vois pas en fait, parce que je me renseigne pas trop sur le cadre. Je continue à vendre des lunettes 200 fois par jour, 300 fois par jour sans ordonnance, etc. Et là, donc un jour je reçois un courrier qui m'explique que je suis exposé à 4000 € d'amende par client, ça faisait beaucoup. Je crois que c'était ça faisait une somme qui était pas loin de la région Île-de-France, je pense en budget, quoi. Et surtout que le dirigeant de la société, qui était moi, je crois, était pénalement responsable d'exercice illégal de la médecine. Voilà. Donc c'était un peu compliqué, donc j'étais un peu emmerdé, mais bon, le magasin était ouvert, les clients étaient là, qu'est-ce que je fais? Donc je continue à vendre en me disant bon, pas de remboursement, la Sécu va rien dire. Mes concurrents, s'ils ne sont pas remboursés chez moi, ils se feront rembourser chez eux, donc ils vont rien dire. Les ophtalmos, c'est comme les notaires, on les écoute jamais. Voilà, quand ils vont la grève. Bon. Il y en aura pour tout le monde. J'ai pas fait de blague sur ces experts comptables. Hein. J'ai pas fait de blague sur ces experts comptables. J'ai pas dit. S'il y en a dans la salle, on les salue. Non, ça risque de venir, hein, ça risque de venir sur les experts comptables. Je peux pas le dire. Non. Charles René a peur. Je le vois pas et je suis de dos, donc je préfère pas. Et donc on fait comme ça. Et finalement, coup de chance, un jour, donc c'est cette fameuse histoire, je dîne avec un ami dans une pizzeria, rien de plus simple, et en diagonale de moi, je reconnais la ministre de la Santé de l'époque qui était là, en train de dîner. Donc là, je me dis, bon, il faut que j'aille lui parler. Donc je me lève de ma pizza et je vais lui parler, je lui dis, écoutez, il faut que je vous parle. J'ai monté Lunettes pour tous, les lunettes de vue en 10 € 10 minutes. Il y a un truc qui m'embête au niveau réglementaire. Écoutez, j'ai pas le temps de vous rasseoir, je suis en privé. Donc bon, la porte, je me rassois. Embêté. Finalement, on sort fumer dehors. Et là, je vois un mec sur une Peugeot 508 qui attendait, qui avait l'air de s'embêter un peu et qui nous dit, vous n'avez pas du feu? Si, vous avez du feu. Donc hop, j'ai du feu, etc. Une discussion normale devant un restaurant. Bon, vous faites quoi dans la vie? Ah bah nous, on fait des lunettes. Ah, moi, j'ai pas de lunettes, je les ai cassées. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo dans 6 mois, 7 mois, je vois rien, etc. Je dis, ah, donc vous êtes le chauffeur de la ministre de la Santé sans lunettes, c'est ça l'histoire? Il me dit, je peux pas vous dire, mais ouais, c'est ça un peu l'histoire. D'accord. Donc je rentre, je me rassois, je la laisse finir son tiramisu, je sais plus ce qu'elle mangeait. Et je me relève au moment où je la payer, et puis je lui dis, écoutez, il faut vraiment que je vous parle, parce qu'en fait, j'ai parlé avec votre chauffeur qui est très sympa, mais il se trouve qu'en fait, il n'a pas de lunettes, et vous savez qu'on n'a pas le droit de lui en faire, parce qu'il y a un décret que vous avez signé il y a 6 mois qui empêche
Moi, de lui faire, par exemple, des lunettes de vue en 10 minutes. Ah bon, bon, écoutez, faites-lui, débrouillez-vous avec lui. Donc je vais voir le mec, je lui dis demain 10h au magasin. Le lendemain 10h, le mec arrive, hop, examen de vue, les lunettes, il repart avec. Donc le gars, au bout d'une demi-heure, 3 paires de lunettes, les solaires à la vue, les lunettes pour conduire, donc le gars tout content dans sa bagnole. Et je lui dis c'est quand même sympa parce que j'étais un peu trash ce soir-là, je lui ai dit franchement ça ressemble un peu à une Diana, quoi. Je veux dire, le coup d'accident, le chauffeur, machin. Bon. Passons. Donc le gars repart du magasin avec les lunettes et toute la journée, donc il conduit la ministre en disant ah j'ai des lunettes, c'est super, vous avez vu 10 minutes, etc. Comme ça, ça fait 6 mois, etc. Donc on est convoqué au ministère qui nous dit bah, racontez-moi cette histoire. Je dis bah, en fait il y a un truc qui est passé qui fait qu'aujourd'hui vous avez beau être le chauffeur de la ministre de la Santé, vous n'avez pas de lunettes, si vous les perdez, etc. Donc il y a un gros problème. Bon ok, comment on fait, etc. Je dis bah pourquoi moi j'ai pas le droit de dire que quand il y a une urgence, on peut le faire. Du coup le ministère a fait un décret qui dit qu'en cas d'urgence, on peut faire des lunettes de vue à l'appréciation de l'opticien. Voilà. L'audace paye. Bravo. Alors, allez, Didier, 1 minute de commentaire et on accueille nos prochains invités. 30 secondes de commentaire. 2 enseignements de ce que vous venez de dire. La première chose, c'est qu'il faut rester très flexible dans son projet. Il faut dire, je peux m'adapter. Deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est pas plus mal d'être accompagné, que quelqu'un puisse éventuellement vous dire les écueils. Troisièmement, je me suis informé tout de suite. Aujourd'hui, les statuts, c'est gratuit. La chambre de commerce, il n'y a pas de problème pour vous. Vous avez gagné 100 €. Et puis quatrièmement, peut-être, c'est vous dire que c'est très bien tous ces projets. Tant mieux quand ça réussit, c'est très très bien, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec non plus. Ça arrive, et après tout, Apple a eu aussi quelques malheurs, quelques difficultés. On me demandait tout à l'heure de citer un chef d'entreprise qui me fait rêver encore. En ce moment, on va ouvrir bientôt Rétromobile. C'est André Citroën. À la fois un ingénieur hors pair, en même temps un commerçant hors pair. Ça, c'est pas très très bien terminé pour lui. Mais l'entreprise est toujours là parce que c'était un grand monsieur. Je vous propose de les applaudir parce que franchement, ils sont... Absolument. Une deuxième ola. Eh bien, nous, on accueille nos prochains invités. Merci d'accueillir Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France. On va donc passer à la troisième partie de cette matinée d'échanges, de témoignages et de savoir-faire pour parler du développement, comment accompagner le développement. On l'a vu, on peut avoir la bonne idée, on peut avoir le dynamisme, on peut avoir l'opportunité, on se lance, mais après, il faut durer, ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, la phase de la première année, puis de la deuxième, puis la troisième. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui s'arrêtent en route. Donc on va évoquer maintenant les moyens et les possibilités, les opportunités pour vous de vous faire aider et puis d'avoir la bonne démarche pour tenir et se développer. Valérie Pécresse, sans attendre, je vais discuter quelques instants avec vous. Au niveau région Île-de-France, quels sont justement l'apport que vous pouvez mettre en avant vis-à-vis des entreprises pour les aider à bien sûr se créer, mais aussi durer? D'abord, moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée, c'est la multitude des guichets, des endroits, des personnes, des organismes qui vous promettaient à tous de vous aider pour devenir des entrepreneurs. Et donc, je me suis dit, il va falloir mettre tout le monde en réseau. Et il va falloir que tous les acteurs puissent connaître les offres les uns des autres et qu'ils puissent accompagner ensemble nos entrepreneurs. Parce que ce n'est pas toujours les mêmes acteurs qui sont très puissants ou très actifs dans le Val d'Oise, en Seine-et-Marne, à Paris, dans les Hauts-de-Seine. C'est des territoires différents. Pas forcément les mêmes au même moment aussi. Pas forcément les mêmes au même moment. Donc on a mis en place ce qu'on a appelé le Entrepreneur #Leader. Entrepreneur #Leader, c'est un processus en 3 étapes. La première étape, c'est le coaching pour aider au projet de création. La deuxième étape, c'est trouver les fonds, les prêts d'honneur, les prêts aidés, les subventions. Et la troisième étape, c'est 3 ans de coaching personnalisé par un réseau
pour aider l'entreprise à être pérenne et à passer la vallée de la mort et toutes les premières étapes de la création. Voilà. Donc ça marche avec les CCI, ça marche avec le réseau Entreprendre, ça marche avec tous les réseaux, l'ADI, tous les réseaux qui aident à la création d'entreprise aujourd'hui sont ensemble dans ce guichet et vous les appelez et vous rentrez dans le processus #entrepreneur, enfin #leader. Et ça a permis à plus de 10 000 jeunes entrepreneurs cette année en Ile-de-France d'être accompagnés dans leur projet de création. Notre objectif, c'est 15 000. Donc il y a encore de la marge, il y a encore des financements et ça coûte quelques dizaines d'euros. Et vous êtes exonéré si vous êtes au RSA ou bien si vous êtes en situation de handicap. On a évoqué tout à l'heure le Grand Paris et ces énormes projets qui ont été lancés et qui vont continuer à se développer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les opportunités justement d'entrepreneuriat dans ce cadre-là pour les années à venir? Alors les opportunités vont être immenses. Elles vont être immenses parce que nous allons connaître des perspectives de développement très importantes. Nous sommes pour la première année la région la plus attirante pour les investisseurs étrangers en Europe, avec 450 implantations d'entreprises. Et évidemment, le Brexit induit des relocalisations d'entreprises, dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de gagner la bataille du Brexit, que ce soit sur le plan des entreprises financières et de services, mais que ce soit aussi sur les entreprises de R&D, et bientôt peut-être sur les entreprises industrielles si il y avait, par malheur pour les Britanniques, un no deal. Et donc nous allons voir arriver énormément d'investisseurs dans les années qui viennent, évidemment boosté aussi par le Grand Paris Express, boosté par l'arrivée des JO 2024, toute une série de grands moments qui vont structurer la vie de l'Île-de-France. Justement, vous avez évoqué le Grand Paris Express, donc ça c'est les transports. Au-delà des transports, le Grand Paris, c'est aussi des possibilités d'entreprendre dans d'autres domaines? Oui. La vision de la région, c'est une région polycentrique qui se développe à partir de grands bassins de vie et d'emploi en grande couronne. Je le dis parce que l'Île-de-France serait la plus magnifique des régions si on s'y transportait un petit peu moins et un petit peu moins aux heures de pointe. Et donc l'objectif pour nous, c'est de trouver un emploi près de chez soi. Et pour ça, il faut développer toute la vallée de la Seine entre Cergy et Mantes-la-Jolie avec Éole et un projet industriel autour du véhicule du futur et de l'aéronautique. Il faut développer Roissy, le Grand Roissy, il faut développer Marne-la-Vallée, il faut développer la vallée des industries créatives et du luxe entre Pantin et Saint-Denis, la vallée des biotech dans le Val-de-Marne jusqu'à Saclay, Massy-Évry autour de la recherche, de l'innovation et de l'ingénierie, et on remonte jusqu'à Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, donc vous voyez, c'est une région qui a des pôles de développement économique extraordinairement forts en grande couronne. Nicolas Dufourcq, Bpifrance est un acteur incontournable, devenu incontournable dans beaucoup de domaines, à la fois non seulement du financement, mais de l'accompagnement des entreprises, tant en France que dans leur développement international. On reviendra dans un instant sur la partie internationale. Vous m'avez dit que vous avez 4 priorités cette année en 2019. Ça pourrait être une bonne réponse à quelles sont les tendances, en fait. Alors, quelles sont-elles, ces priorités de Bpifrance ? Alors, il y en a une première qui est liée au fait que Bpifrance a accueilli l'agence France Entrepreneur à la fin de l'année 2018 et a également repris de la part de la Caisse des dépôts et consignations toute l'activité qui consistait et qui consiste désormais pour nous à soutenir les réseaux de l'accompagnement à la création d'entreprises, hein, à les aider, les accompagner, les financer, les orchestrer un petit peu, les emmener sur de nouveaux terrains, etc. De manière là aussi à simplifier tout le parcours de l'entrepreneur. Donc ça c'est important, tout ça prend la forme d'un nouveau nom de programme qui est Bpifrance Création, que vous avez peut-être vu dans les travées du salon, et un site internet qui est bpifrancecreation.fr, sur lequel, pour tous ceux qui sont ici et qui veulent ou qui ont à peine commencé à créer leur entreprise, vous allez trouver un référentiel de services assez large de tous les réseaux qui vous accompagnent et qui peuvent vous mentorer, vous proposer des prêts d'honneur, qui sont également ceux évidemment de la région Île-de-France avec lesquels on a de très très nombreux partenariats. Ça, c'est un point très important, avec un sous-ensemble d'objectifs qui est aller plus vers les quartiers. Hein, c'est-à-dire que BPI, c'est BPI toute la France.
BPI France, toute la France. Donc il faut absolument que ceux d'entre vous qui êtes ici et qui viennent de l'ensemble de ces régions, de ces territoires, soyez conscients du fait que la BPI, c'est pas la banque pour les autres, quoi. C'est aussi pour vous, hein, avec toute une gamme de produits, y compris on est en train de lancer des produits de prêt sans aucune garantie sur votre patrimoine de 10 000 €, donc extrêmement faibles, sur des durées assez longues, et des taux extrêmement faibles aussi, bonifiés, hein. Ça, c'est typiquement ce dont on a besoin quand on démarre une entreprise, quel que soit le territoire d'où on vient. Donc BPI toute la France, première grande priorité de l'année. Voilà, qui va nous amener à faire une tournée de 40 quartiers en France. Deuxième priorité, c'est l'industrie. L'industrie, elle est fondamentale pour 1000 raisons. Valérie l'a esquissé dans ses propos. On ne fera pas de redressement de l'économie française et du commerce extérieur sans renaissance de l'industrie française. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un tissu d'entrepreneurs de l'industrie absolument phénoménal dans le pays. Malheureusement, il est resté très longtemps dans l'ombre. Donc on le révèle avec une nouvelle marque qui est la French Fab. Et on fait cette année une tournée de 60 villes françaises avec nos tentes, nos bus, notre cirque bouglione, si je puis dire, de la French Fab, pour, au fond, animer la communauté d'entrepreneurs, faire la fête de l'industrie et mettre en face les uns les autres les demandeurs d'emploi, les créateurs et les entrepreneurs. Et alors nous sommes ce soir à Valenciennes, la semaine prochaine, enfin bref, on fait le tour de France. Donc grande priorité de l'année. D'ailleurs, le gouvernement a décrété l'année de l'industrie. Par parenthèse, hein, avec beaucoup d'initiatives, des produits nouveaux, le suramortissement robotique, nous déployons des accélérateurs pour les entrepreneurs dans toutes les filières de l'industrie française. On va faire passer près de 1000 entreprises dans nos accélérateurs cette année. Et à chaque fois, c'est beaucoup de conseils, c'est des voyages à l'étranger, c'est le travail de la performance, comme dans les centres sportifs qui préparent les athlètes aux Jeux Olympiques, fondamentalement. Hein. Donc avec beaucoup de détermination. Voilà, ça c'est une deuxième grande priorité de l'année. Pardon, est-ce que ça veut dire que quand vous passez dans des villes, on peut venir vous voir et négocier directement avec vous pour obtenir justement ce fameux prêt ? On peut tout à fait venir nous voir. L'objectif, c'est plus une tournée de la French Fab. Il se trouve que nous l'avons montée, que de la BPI. Évidemment, on est là derrière pour proposer un certain nombre de solutions, mais l'objectif d'abord fondamental, c'est que les entrepreneurs de l'industrie française soient hyper fiers de leur tradition industrielle et retrouvent au fond le désir de monter les taux de croissance à 25, 30, 40%. Ensuite, nous, on met du capital, on finance. Mais la première chose, c'est on est une très grande industrie, reconnaissons-le. Mais bon, moi, je suis porteur d'un projet, j'ai une petite idée, des petits moyens. Est-ce que je peux m'intégrer justement dans ce grand ensemble de l'industrie ? Parce que quand on dit industrie, on pense quand même à des grands groupes tout de suite, à des échelles assez importantes. Ça peut être intéressant de dire aux gens qui sont ici que quand on démarre, quand on a des petits moyens, il y a aussi une place pour nous dans ce domaine ? Absolument. L'industrie française, en fait, c'est une pyramide très écrasée. Vous avez quantité d'entreprises qui font 2 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, ce qu'on a appelé les industries de l'ombre, finalement, celles dont personne ne parle, hein, et qui ne sont pas reconnues, dont les noms ne sont pas connus, dont on ne parle pas beaucoup, finalement, dans la presse, et qui n'ont pas leur propre héros. Donc l'objectif de la French Fab, c'est d'héroïser ce tissu très capillaire de l'industrie française. Donc évidemment, tous les entrepreneurs qui m'entendent là, et s'ils sont dans des villes où la tournée de la French Fab passe, et on va aller un peu partout, on va aller à Tours, on va aller à Pithiviers, on était à Cholet, on va aller à Troyes en Champagne, on va aller à Épinal, et venez nous voir, absolument. À Cholet, 3500 personnes, vous vous rendez compte ? Alors j'ai deux demandes, de Didier Kling très rapidement, et également de Valérie Pécresse dans un instant. Didier, allez-y, ou Valérie, allez-y, je vous en prie. En un mot, nous avons une aide spécifique pour ceux qui veulent se lancer dans l'industrie. C'est InnovUp Proto, InnovUp Prototype. C'est 100 000 € d'aide pour réaliser son prototype industriel en Ile-de-France. Voilà. Didier ? Oui, ce que vient de dire Nicolas Dufour et puis Valérie Pécresse, c'est important parce que quand on parle création d'entreprise, on imagine qu'il y a uniquement de jeunes entreprises de services. Il n'y a pas que ça. L'industrie aussi, ça en fait partie. Il y a des innovations dans l'industrie et ce ne sont pas nécessairement de très grandes entreprises. Et il faut bien rappeler ici que l'industrie, contrairement à l'image qu'on a trop souvent, c'est pas nécessairement quelque chose qui laisse des fumées s'échapper et c'est pas nécessairement quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Donc aujourd'hui, l'industrie du futur, ça a totalement transformé ce monde. De telle sorte qu'on se dit qu'aujourd'hui, l'industrie peut retrouver sa place naturelle, même dans des zones relativement denses. Ça évitera des transports qui sont quelquefois un peu longs et fastidieux. Donc on peut tout à fait retrouver dans un ensemble, on peut habiter,
Le Grand Paris, c'est aussi beaucoup d'habitat. Hein. Le projet, c'est plus de 70 000 logements en Ile-de-France. Et aujourd'hui, on est plutôt au-dessus de ces chiffres. C'est de l'habitat et c'est en même temps de l'activité économique. Et l'activité économique, c'est tout, y compris l'industrie. Nicolas Dufour, qu'il nous restait 2 priorités. Oui, alors il y en a une qui d'ailleurs, est à la frontière de ce qu'on vient de se dire, qui est ce qu'on appelle la deep tech. Donc jusqu'ici, on a énormément financé le digital, énormément de startups qui font des plateformes, c'est beaucoup de code et c'est des développeurs. La grande école du numérique a beaucoup contribué à alimenter cette industrie-là, tout le monde s'y est mis. Là maintenant, on attaque le monde qui n'est plus le monde de Zuckerberg, mais qui est le monde de Elon Musk. C'est-à-dire, c'est un monde qui vient de la physique, qui vient de la science et de la propriété intellectuelle des laboratoires des universités françaises, et qui conduit à faire des objets, donc des protos en particulier. Et dès lors qu'on dit qu'on fait des objets, au fond, on met de la tech dans la fab. Hein. On dit qu'on va aller vers l'industrie, au fond. Donc on veut, dans les années qui viennent, faire 1500 startups de deep tech. Sur les 1500 startups de deep tech, mettons qu'il y a un petit taux de mortalité, il ne sera pas considérable d'ailleurs, historiquement on le sait, elles vont toutes aller vers l'industrie. Et elles vont toutes contribuer à ce que Didier Kling vient de dire, qui est réinventer l'industrie par, en fait, la fusion entre le coq rouge de la French Tech et le coq bleu de la French Fab. C'est ça l'objectif de l'année. On l'a démarré la semaine dernière. Et alors, on a beaucoup de chance collectivement. Hein, c'est que la puissance publique a décidé, pour ce faire, de mobiliser 2 milliards d'euros dans les 4 ans qui viennent, en aide et en fonds propres. Donc, ce n'est pas des petites sommes. Hein, c'est une très très grande détermination. Et ça va donner quoi? Ça va donner des usines de biochimie. Hein, ça va donner des usines qui feront des objets connectés de nouvelle génération. Ça va donner des usines qui feront des matériaux extraordinairement avancés dans les plateformes comme celle de Grenoble, etc., etc. Donc c'est pas du tout l'industrie comme on a pu la connaître, on va dire, à la papa. C'est presque plus que l'industrie du futur. Hein. C'est une industrie qui est bourrée de science. Le 4e et dernier, ou il y a un 4e, on a fait le tour des 4 priorités? Très rapidement. Il y a une 4e priorité, effectivement, qui est de lever un très gros fonds pour mettre du capital dans les entreprises françaises cotées qui en ont besoin parce que le capital français dans les entreprises du CAC 40 en particulier est aujourd'hui beaucoup trop faible. Donc c'est une 4e tournée. Voilà. Il y a 4 tournées cette année. La French Fab, les quartiers, 40 universités pour le plan Deep Tech et on va dire probablement une 30aine de pays pour aller lever des sous pour la France. Valérie Pécresse, je sais que vous avez une contrainte de temps d'ici 5 minutes pour nous quitter. J'aimerais juste que vous nous disiez un mot, même si c'est pour anticiper sur la dernière séquence qui sera sur l'internationalisation, puisque c'est la région qui est à l'origine quand même des grands objectifs de ce qu'on va découvrir dans quelques minutes. Donc juste avant de nous quitter, 1 minute de vos messages en matière de l'internationalisation des entreprises et des entrepreneurs. Alors, c'est vrai que nous avons une particularité en Ile-de-France, nous exportons très peu. Nos PME exportent très peu. Et c'est une triste singularité. C'est aussi parce que nous avons un très gros marché local et que donc nos PME s'intéressent plus au marché francilien et au marché français. Donc j'ai décidé qu'effectivement on allait travailler avec nos PME pour les emmener à l'export en faisant avec elles l'analyse de leurs besoins et éventuellement en les emmenant avec la région pour leur ouvrir des marchés, alors que ce soit dans les pays émergents, que ce soit vers les pays asiatiques, que ce soit dans les pays européens. On va découvrir ça plus en détail après. Peut-être juste avant de donner, Jean-Louis, si tu m'autorises, on n'a pas parlé, Charles-René, de la reprise d'entreprise. Et c'est un sujet que vous vouliez qu'on évoque également, justement. Il y a aussi des repreneurs, il ne faut pas les oublier. Pardon, j'ai oublié de dire quelque chose de très important, mais qui concerne toute la salle. Pour exporter, il faut souvent parler les langues. Et se remettre à niveau en langue, c'est un sujet majeur pour tous les franciliens. Et donc en mai, nous lancerons une grande application gratuite qui est inspirée par ce qu'a fait le gouvernement belge pour apprendre l'anglais aux Belges à tous les âges de la vie. Et cette application s'appellera Kioz, Q-I-O-Z, et elle vous permettra de réapprendre qui l'anglais, qui l'espagnol, qui l'allemand, avec une pédagogie totalement ludique, basée sur des films, sur de la remédiation. L'idée, enfin ceux qui ont conçu l'application, donc la start-up qui a conçu l'application, nous a promis qu'on pouvait augmenter de 2 niveaux sa maîtrise en langue tout seul à partir des jeux et de l'expérience ludique et de l'auto-évaluation de cette application. Et j'ajoute qu'elle a un volet français langue étrangère pour tous ceux qui ont besoin aussi de se perfectionner dans notre langue. C'est une condition absolument indispensable de l'intégration de beaucoup de franciliens. Thank you very much. C'est gratuit et c'est pour tout le monde. Charles-René, un commentaire rapide sur la reprise.
Oui, il y a des dizaines de milliers d'entreprises chaque année qui sont à reprendre. Et on a des entreprises qui disparaissent, qui ferment, faute de repreneurs. Donc j'attire aussi l'attention sur le fait qu'on a beaucoup de petites entreprises qui demandent, qui n'ont qu'à demander en fait à avoir un repreneur. Alors après, c'est soit technique, soit des gestionnaires. Hein. Il faut souvent une complémentarité entre ces deux connaissances. Parce que souvent, quand on parle de l'industrie, le dirigeant a une connaissance technique. Et donc ça fait un peu peur de reprendre une entreprise où ça nécessite des connaissances techniques. La question, à l'évidence, pardonnez-moi, c'est comment on les trouve? Où sont-elles? Eh bien, il y a des organismes qui sont dans la gestion dans ces reprises. On va tout à l'heure signer une convention avec le CRA, qui est un centre de repreneurs. Donc, on a des organismes, la Chambre de commerce, je pense également, qui est dans toutes les chambres de commerce en France, qui s'occupent aussi d'être des intermédiaires sur la reprise. Donc, il y a la création, mais vraiment, j'insiste là-dessus, il y a aussi la reprise d'entreprise parce que c'est dommage, je trouve que des entreprises disparaissent faute de repreneurs. Et même si on n'a pas au départ pensé que c'était ce secteur d'activité qui m'intéressait, je peux aussi m'y mettre et découvrir qu'il y a beaucoup d'attraits. Et on rajoute après des idées complémentaires. Mais ne vous privez pas de ce vecteur de reprise d'entreprise. Merci infiniment. Merci Valérie Pécresse, on vous libère parce que vous avez cette contrainte. Vous partez quand vous voulez, Jean-Louis, suite des événements. Quatrième partie de nos échanges. On va laisser passer la petite musique peut-être. On peut encore peut-être poser une ou deux questions aux entrepreneurs, non? On vous libère Valérie, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour elle. Merci. On va appeler pour cette quatrième et dernière partie Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, qui va nous accompagner pour cette ultime partie du débat. Je ne sais pas s'il est là. Donc il est là, il arrive. Il arrive. Merci. Donc on va parler d'export. Et là, je m'adresse à nouveau à nos 4 témoins chefs d'entreprise. C'est pour vous un marché déjà réel dans vos boîtes respectives? Ou est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est quelque chose, le cas échéant, qui vous fait peur? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un objectif très défini et prochain? Alors peut-être, Pauline, j'ai envie qu'on en parle ensemble, parce qu'on a évoqué ensemble une tentative en Angleterre, venue peut-être un peu trop tôt, justement. Merci beaucoup, Philippe, de parler de mes échecs. Mais c'est vachement bien. Mais il faut en parler, il faut parler des échecs. C'est extrêmement important de les avouer et puis surtout de rebondir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été poussé par un fonds à dire allez-y les petits gars. Effectivement, on avait levé des fonds en 2013 avec Gemio, avec un fonds qui est très bien, mais comme souvent les fonds d'investissement ont beaucoup d'ambition et c'est parfait, et nous ont dit vous êtes formidable, le marché français vous le maîtrisez, alors que ça faisait seulement 2 ans qu'on existait, hein, donc on ne le maîtrisait pas tout à fait. Il y a quand même des marques comme Cartier qui sont bien implantées. Et donc ils nous ont dit, maintenant que vous maîtrisez le marché français, vous allez passer à l'international. Prochaine étape, l'Angleterre. Et nous, on se dit, ils ont raison, on va faire ça, on va essayer de les suivre. Et donc on s'est dit qu'on allait lancer le marché UK. Et ce qu'on a fait, c'est à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables. C'est pour ça que j'aime l'histoire. Déjà parce qu'en fait, on n'a pas été sur place. En fait, aucun des associés fondateurs n'a été sur place. On l'a fait de France. Et on s'est dit, on va le faire en mode un peu low cost, c'est-à-dire qu'on va essayer tout simplement juste d'avoir une personne qui parle anglais qui peut répondre au téléphone, traduire le site en anglais. Voilà, juste bidouiller, entre guillemets, tester. Alors, le test, c'est bien, mais le problème, c'est quand on ne se donne pas les moyens vraiment d'agir, il ne se passe pas grand-chose. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est à peu près rien, parce qu'on a juste ouvert ce site internet. On a commencé à faire un peu de pub sur AdWords, on a pris une agence locale de presse et en fait, c'était un copec, c'est-à-dire qu'on gagnait à peu près peut-être 200 € par mois sur le marché UK et tout ça avec des coûts qui étaient quand même non négligeables parce que mine de rien, il fallait tout traduire. Il y avait des salaires. Il y avait le salaire de la personne qu'on avait embauchée pour le service client, etc. Donc tout ça pour dire qu'en fait, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que le coût d'opportunité d'avoir investi là-dessus sans vraiment le faire était catastrophique et donc il fallait absolument qu'on se retire et donc en fait, on est revenu après avoir annoncé à la presse en disant finalement, on va devoir fermer le site UK. C'est ce qu'on a fait. Et donc, on a rebasculé sur un site uniquement français. Et la morale de cette histoire, je pense, c'est de dire que quand on fait quelque chose, quand on est entrepreneur, il faut vraiment le faire à fond, à 200%, surtout ouvrir un marché. On parlait tout à l'heure avec Valérie Pécresse du fait qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui se lancent à l'international. Je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est extrêmement complexe et qu'il faut vraiment se lancer à 200%. Donc maintenant, chez Gemio, quand on lance des projets, soit on les fait à fond, soit on les fait pas du tout. Mais en tout cas, on n'est pas dans la demi-mesure.
Alors avant de découvrir avec Christophe la Team France Export, peut-être juste encore un mot de nos entrepreneurs. Est-ce qu'il y a d'autres expériences internationales ratées ou réussies parmi vous, peut-être Kamal ou Nicolas? Nous, l'international, on y allait dès le début, mais depuis le bureau parisien. Donc, on a ouvert tous les marchés. On est aujourd'hui, depuis le bureau parisien, on parle 12 langues. On a été accompagnés par nos amis institutionnels, vous l'aurez compris tout à l'heure, dans un autre langage, mais des sous, il y en a en France. Donc, ils sont là pour nous aider. Donc, les politiques et les institutionnels le font de façon très intelligente. Donc, je pense notamment à BPI Assurance Export qui nous a accompagnés depuis le début pour aller à l'international, aller chercher d'autres marchés avec des personnes qui nous connaissaient un peu auparavant, mais qui nous ont aidés. Puis cette expérience à l'international, il n'y a pas que les startups ou les petites entreprises qui font cette erreur. J'ai un exemple historique qui a fait que le grand groupe Priceline, le numéro 1 mondial qui est coté à des milliards, avait fait l'erreur de vouloir venir s'installer au UK avec un business model sans connaître le marché européen. Donc ils avaient ouvert le priceline.co.uk sur un modèle un peu américain. Échec. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont réfléchi et la seule façon de réussir, ils ont acheté une autre entreprise ici, basée en Europe, qui avait la connaissance du marché européen, qui s'appelait Booking.nl, donc Booking.com aujourd'hui. Donc des exemples d'aller à l'international un peu sauvagement, c'est très risqué. Si j'ai un conseil moi à vous donner, c'est testez-le depuis la France. On est accompagné, il y a des aides pour l'international, il y en aura de plus en plus apparemment, de ce que j'ai entendu comme vous. Testez-le et des process hyper clairs, hyper sains. Et une fois que c'est prouvé, que le concept est prouvé aussi à l'international, commencez à ce moment-là à ouvrir des petites structures petit à petit, comme on l'a fait avec Booking.com par exemple auparavant, et comme on pense le faire avec Comrez dans les années à venir. Un mot avec Nicolas sur ce sujet. Oui, rapidement, mais il faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est que la France est sexy. Donc, sexy. Oui. C'est-à-dire qu'à l'étranger, on a beau nous dire que les Français ne sont pas appréciés, tout ce qu'on produit est apprécié. Et donc ça, déjà, c'est une très bonne base pour se lancer à l'export. Le deuxième point, c'est que nous, dans notre industrie, donc celle de la mode, on a une chance, c'est que les images parlent, elles n'ont pas de langage. C'est-à-dire qu'une image avec un hashtag t-shirt se met sur Instagram, et du coup, quelqu'un à Tokyo peut avoir envie de ce produit, mais aussi au Canada, peu importe. Les réseaux sociaux annulent les frontières. Et donc, nous, en fait, on a simplement ouvert notre site en anglais, en se disant, sans choisir de pays en particulier, mais se dire, on laisse quand même faire les réseaux sociaux et la communication qui est aujourd'hui assez mondialisée. Et donc aujourd'hui, Fago, on fait 20% du chiffre d'affaires à l'étranger. On a uniquement accentué nos forces commerciales sur 2 pays qui sont la Belgique et l'Espagne, en se disant effectivement, on se donne vraiment les moyens. Mais malgré tout, on a quand même 10% de ce chiffre d'affaires qui est réalisé dans 20 autres pays, sur lesquels on n'agit pas juste par la com, parce que les frontières sont tombées grâce aux réseaux sociaux. Alors, et à Internet. Christophe Lecourtier pour Business France, quelques mots déjà pour nous parler de Business France, et puis aussi rappeler que vous avez été l'auteur d'un rapport il y a 1 an à peu près, qui a été repris par le Premier ministre pour justement développer et améliorer les aides aux entreprises dans le cadre de l'export. Oui, d'abord, je veux dire, ce qu'on entend là nous met du baume au cœur, parce qu'à la fin, c'est toujours à la fin et au début, c'est toujours des aventures d'entreprise. Souvent, quand on parle de l'export en France, on baisse un peu les yeux parce qu'on se sent complexé par rapport à d'autres, les Allemands, les Italiens. C'est vrai que les soldes sont pas fameux, mais quand on regarde les dynamiques, et ça va être redit encore demain, on voit qu'il se passe quelque chose. Pour la deuxième année de suite, nos exportations, nos exportateurs avancent plus vite que nos importations et nos importateurs. Et donc, dans ce contexte-là, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire, nous, CCI, Business France, BPI France, pour accompagner ce mouvement et pas le ralentir ou être à côté du mouvement. Et on a interrogé les entreprises. La réponse a été extrêmement claire. On a besoin de 2 choses. Proximité. Ce n'est pas la peine que vous soyez à Paris, enfin on peut être à Paris aussi, mais il faut que vous soyez next door, au coin de la rue. Et ensuite, simplicité, c'est-à-dire, s'il vous plaît, mettez-vous un peu tous ensemble. Et c'est ça que j'ai proposé au gouvernement. Or, en fait, je me disais que c'était l'atout gagnant, parce qu'on avait, avec Nicolas, depuis 5 ans, eu la même idée. Et quand BPI France est né, on a choisi, nous, de mettre une 40aine de nos collaborateurs chez BPI France, sur le terrain, dans les régions. Et ça a produit des résultats
assez spectaculaire sur une catégorie d'entreprises, de TI et de PME de croissance. Donc, l'année dernière, en 2018, on a généralisé cette expérimentation en passant une sainte alliance avec le réseau des chambres de commerce et d'industrie, pour finalement additionner deux qualités. Peut-être que chacun d'entre nous, on n'était pas capable d'avoir la réponse complète, mais ensemble, ça a beaucoup de gueule. Eux, les réseaux de proximité, nous, l'expertise internationale. Et aujourd'hui, cette équipe de France, cette Team France, vous avez peut-être vu le stand dans le salon, elle est opérationnelle. On a 250 personnes sur le terrain qui font, là aussi j'ai emprunté une expression à Nicolas Dufour, qui font du porte-à-porte de masse. Et pour conclure là-dessus, je voudrais dire qu'au moment où les Français disent au gouvernement et disent à nous, les Parisiens, il y en a marre que les services publics se retirent des régions, des territoires, on a besoin au contraire de services publics. Je pense que nous, on s'inscrit parfaitement dans ce mouvement-là. Tous nos réseaux sont sur le terrain, ils ont une seule adresse, ils ont une seule feuille de route et ils vont au contact des entreprises. Ils vont frapper à leur porte pour leur dire comment on peut vous aider. Pour répondre à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, l'expérience de l'entreprise, l'export, ça se gagne dans les territoires, ça se gagne en France. Si on n'est pas bien préparé, si on n'est pas bien orienté, on a une chance sur 3 de se casser la figure. Et c'est justement ce défi-là que nous sommes en train de relever. Ça marche maintenant, c'est parti. Alors, il ne s'était jamais produit un rassemblement de deux réseaux aussi structurants justement sur ce thème. Didier Kling, lorsque vous avez réfléchi à la fois avec Business France et puis on va voir aussi avec bien sûr BPI France à tout cela, vous avez envie d'y aller tout de suite, vous avez rejoint l'idée immédiatement. Est-ce que vous avez senti que c'était le bon moment d'y aller ou pas? Oui, d'abord, ce qu'a proposé Christophe Lecourtier, c'était intelligent, je suis désolé de te le dire, mais intelligent et pragmatique. Parce que Christophe a un passé aussi d'ambassadeur. Il a vu sur le terrain comment ça se déroulait. Et donc l'idée, elle est très simple, elle est de dire finalement, le chef d'entreprise, de quoi il a besoin. Il a besoin, lorsqu'il se pose la question de l'exportation, je veux une porte d'entrée dans mon pays et je veux une porte d'entrée dans le pays d'accueil. Et ça, c'est l'idée fondamentale de son projet, qui a été accueillie, qui a fait l'objet d'une convention entre Business France et le président du réseau consulaire, Pierre Goguet, qui est ici présent au premier rang, et qu'on décline dans chacune de nos régions, de manière à ce qu'on ait fusionné nos équipes dans les régions. Et ça nous permet, nous, d'aller au-devant des entreprises, au plus profond des territoires, pour identifier les entreprises qui sont susceptibles d'exporter. C'est le chasseur de pépites. Et voilà, et c'est important parce que il faut garder l'esprit, indépendamment des problèmes du commerce extérieur, il faut garder à l'esprit le fait qu'une entreprise qui exporte, qui a au moins 25% de chiffre d'affaires à l'exportation, a une croissance 4 fois supérieure. Encore faut-il que cette croissance soit maîtrisée, que l'entreprise ait les bons produits, les bons services. Donc c'est notre job d'aller au-devant, de regarder, est-ce que vous avez les bons produits, les bons services? Est-ce que vous avez les bons produits, les bons services pour aller dans tel ou tel pays? C'est pas la même chose si je vais en Amérique du Sud et en Asie. Est-ce que vous avez une équipe structurée? Autrement dit, est-ce que vous avez une structure financière et des équipes qui parlent la langue du pays et qui soient disposées à? Et ensuite, une fois qu'on a identifié ensemble, dans un cadre commun avec le Conseil régional d'Île-de-France, on va ensuite dans le pays d'accueil, où il y a un réseau de 150 chambres de commerce françaises à l'étranger, avec l'ambassadeur local. Et la même chose, c'est une Team France Export. Donc on a dans le pays d'accueil les dispositions qui permettent de recevoir l'entreprise, de la mettre en contact avec les clients et les fournisseurs, éventuellement un bureau à disposition, bref, tout ce qui vous permet d'aller tout doucement dans cette démarche de l'exportation et de développer votre activité dans des conditions plus favorables que ce que vous avez vécu. Mais on s'enrichit toujours de ces échecs. Pour poursuivre un peu ce tour de table des propositions possibles, BPI France, Nicolas Dufour, même chose, vous avez adapté vos offres justement par rapport à cette perspective de s'internationaliser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sachant que je me souviens qu'à une époque, vous étiez un peu critique, enfin en tout cas vous regrettiez qu'il y ait une sorte de timidité parfois des entreprises à regarder vers l'international justement, alors qu'il y a des possibilités de se faire aider justement. Oui, alors je continue de penser qu'il y a trop de peur.
Il y a vraiment... D'ailleurs, on a publié un bouquin qui s'intitule « Vaincre les peurs » à l'international. Hein. C'est pas de la timidité, c'est juste que les gens ont la trouille, quoi. Se disent je vais mettre en péril mon entreprise, bon. Et donc ça, il faut le dénouer, et il faut travailler très profondément à la fois la psychologie, c'est toujours comme dans les valeurs du sport chez les athlètes, hein. Il y a la psychologie et ensuite il y a la performance et la technique. La psychologie, c'est n'ayez pas peur d'aller à l'international. Si vous êtes très bien préparé, ça fait pas mal. Et non seulement ça fait pas mal, mais ça va vous rendre beaucoup plus grand, plus innovant, votre croissance sera plus importante. Pardon, et ce, dès le départ, c'est-à-dire dès la création de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'on a quelque chose qui va directement aller vers l'international, sans passer par la case hexagone. Ça dépend des secteurs, j'ai envie de vous dire, mais dans la tech, il faut penser mondial très vite. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut déployer tout de suite. On est quand même sur des constructions de montres suisses d'une grande complexité. Hein. Se projeter sur l'international dans les marchés du software ou de la data ou du cloud, c'est compliqué. En revanche, créer sa boîte en se disant en fait elle restera française, ça c'est évidemment une erreur catégorique. Non, aller à l'international, il faut s'y préparer sur une longue période. Ça prend bien 2 ans de faire une stratégie internationale minimum. Hein, et vous pouvez aller taper à toutes les portes, croiser tous les conseils qu'on peut vous donner, c'est compliqué. Mais vous devez savoir que si vous faites cet effort et que vous acceptez de prendre les 2 années, ne vous précipitez pas, et que vous avez un plan qui est un plan de bataille très clairement documenté et financé, vous avez toute raison de réussir, parce que en effet, les produits français sont de bonne qualité. Hein, et comme le disait l'entrepreneur tout à l'heure, la France n'est pas forcément attendue, mais enfin, on ne la refoule pas. Le monde entier se projette à l'international. Quand vous commencez à exporter, vous apercevez que, comme par hasard, dans le couloir du client que vous venez de visiter, vous avez été précédé par un Turc, et puis juste après vous, ça sera un Coréen. Et puis après le Coréen, vous aurez peut-être un Kazakh. Le monde entier est à l'international. Et donc, il faut qu'on fasse comme tout le monde. Voilà. Donc, nos études montrent qu'un entrepreneur sur 2 n'a pas du tout envie d'y aller. Et ça reste un gros problème. Merci à tous les 4. Je vous propose qu'on termine, il nous reste 4 minutes. Allez, 1 minute pour chacun d'entre vous, amis entrepreneurs, sur The Conseil, avec lequel vous aimeriez nous laisser le conseil aux entrepreneurs, le plus important de votre vie d'entrepreneur à partager pour que tous ceux qui vont entreprendre réussissent. C'était pas prévu, hein? Qui se lance? Allez, Pauline, c'est vous qui démarrez. La question piège de la fin. C'est pas facile comme question. Franchement, 1 minute, je pense qu'un conseil, 30 secondes. Moi, je dirais un truc très basique, mais qu'on ne redit jamais assez, je trouve, c'est qu'il faut réellement faire quelque chose dans lequel non seulement on croit, mais pour lequel on est passionné, pour lequel on a envie de vivre. Moi, ça fait maintenant 8 ans que je travaille pour Gemio, et franchement, si j'étais pas passionnée par ce que je faisais, mais je pense que j'en aurais marre. Il y a trop de coups durs, il y a trop de moments difficiles, il y a trop de moments où on a envie de tout claquer. Donc, si vraiment vous n'avez pas envie de vivre pour votre projet, à ce moment-là, trouvez-en un autre. Il faut vraiment juste que l'idée, en fait, ça soit quelque chose qui vous passionne. Il ne faut pas juste être amoureux de l'entrepreneuriat. Il faut quand même vraiment aimer son projet. J'en parlais avec Frédéric Mazzella l'autre jour. Lui, en fait, il faut quand même se dire, donc le fondateur de Blablacar, pendant 4 ans, il a quasiment, il a mangé des pâtes toute la journée. Il n'arrivait rien à faire. Et en fait, ce qu'il faisait tenir, je lui posais la question, c'est tout simplement qu'il croyait dur comme fer à son projet. Il disait, mais c'est pas possible que ça n'existe pas. Et nous, c'était la même chose avec Gemio. Et je pense que vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer de vous connaître et vraiment de savoir si ce projet, c'est vraiment ce qui va vous porter pour les 10, 15, peut-être même 20 prochaines années. La force de la vision. Nicolas. Mon conseil, c'est de partager. Soyez généreux en informations autour de vous. En gros, il faut vraiment partir du principe, quand on monte sa boîte, qu'on n'a pas idée du siècle. On peut se la faire piquer, mais on peut aussi surtout l'enrichir en recueillant plein d'avis à l'extérieur, que ce soit via un mentor. Et moi, je voudrais vraiment souligner ce point-là. Grâce au MoveJ, il y a 6 ans, on a eu le droit pendant 1 an à un mentor qu'on voyait 1 fois par semaine, et ça, c'était extraordinaire, ça nous a propulsés. Donc faites-vous entourer, prenez des gens qui ont déjà vécu effectivement ces 4 années de pâtes avant vous, et qui vont vous dire continue à manger des pâtes, tu vas voir, tu vas y arriver, mon pote. Tu vas finir par adorer les pâtes. Tu vas finir à y arriver. Et voilà, exactement. Donc faites-vous accompagner, et je crois que le mentor, et il y a une très bonne adresse, c'est le MoveJ, je le répète, ça a été clé pour nous. Kamal ou Paul? Kamal, allez, et Paul terminera. Moi, je peux que les rejoindre, bien sûr. La passion, faites ce que vous savez faire aussi, nous, en l'occurrence, le travel. Entourez-vous bien. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, comme Pauline vous le disait, testez, n'ayez pas peur de tester, lancez-vous et testez à petite échelle et lancez-vous. N'ayez pas cette frustration un jour de voir quelqu'un réussir à votre place avec votre idée. Voilà. Paul, dernier conseil de la matinée.
pour votre futur marché, il ne faut pas regarder par les contraintes, parce que tout le monde regarde son marché en disant quelles sont les contraintes, qui existe déjà là, qui est là, etc. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours pu lancer des projets pas très chers et voir que ça marche et les financer après avec l'extérieur. Mais surtout, votre marché, il ne faut pas regarder comment ça se passe, etc. Enfin, il faut regarder quand même, mais pas que les contraintes. Parce que si j'avais regardé comme ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a 12 000 magasins d'optique en France. Il n'y avait pas de la place pour un nouveau magasin. On en a ouvert une vingtaine. On a 7% du marché aujourd'hui en 3 ans. Donc, il y a encore des histoires à faire. Et il y a plein de secteurs comme ça qui vous paraissent bouchés, mais qui en fait ont besoin de renouveau, quoi. Donc voilà, et des trucs très simples. Il n'y a pas besoin de monter dans des brevets ou dans de l'informatique, des trucs compliqués. C'est à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui méritent d'être finalement renouvelées facilement. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Bon salon. Let's do it. À bientôt. Bonne chance, bonne visite.